Bonjour à tous, merci de votre connexion et de participer à ce webinaire ce matin qui est le cinquième d'une série. Nous avons engagé maintenant il y a quasiment 2 mois, je pense. Le premier avait lieu début février. Donc, c'est des webinaires qui sont organisés par le collectif Paysage de l'après-pétrole. Qui existe maintenant depuis 2017-18 et qui rassemble 60 personnes qui se retrouvent autour d'une communauté de préoccupation, les défis de notre époque. Voilà, l'objectif un peu de ce... Alors, pourquoi il ne veut pas passer? Pardon, voilà. L'objectif du collectif, c'est de construire des territoires durables et harmonieux en empruntant une approche partenariale et en mettant vraiment au cœur de la réflexion et du projet le paysage. Le collectif est convaincu que l'approche paysage est un élément facilitateur des transitions nécessaires pour un développement durable des territoires. Alors aujourd'hui, ce collectif rassemble une soixantaine de membres, ce qui est voilà, des membres qui sont de tout horizon. L'idée, ce sont que ces membres sont des individus mobilisés, intéressés, engagés sur ces questions-là, sensibles à cette approche paysagère et non représentants d'une institution. Donc, ils sont vraiment marqués par des envies et puis ils rassemblent des compétences variées. Puisqu'on a dans ce collectif autant des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des botanistes, des philosophes, des aménageurs. C'est cette diversité qui fait la richesse du collectif, mais aussi la possibilité d'avoir cette approche large autour du projet de territoire à travers le paysage. Alors, les modalités d'intervention du collectif sont assez variées. La première, c'est un peu faire du lobby, être un laboratoire d'idées autour de comment le paysage peut être le fil conducteur pour engager les transitions. Mais voilà, c'est aussi des rencontres, des débats pour construire ces idées, les tester sur les territoires à travers aussi des récits de territoires. Voilà, donc on progresse en marchant ensemble. Et une des premières, je dirais, un des socles de l'action du collectif, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'écrire et de mettre sur papier les idées, les méthodes qui sont proposées afin de consolider un petit peu le socle et derrière pouvoir construire et faire évoluer les choses. Donc, c'est un peu, alors chaque membre du collectif, quand il rentre dans le collectif, est censé écrire un article qu'on appelle signé PAP, qui sont publiés et diffusés auprès de notre réseau. Nombre d'entre vous, j'imagine, reçoivent ces signés PAP. Et donc l'objet de l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui, oui, j'ai oublié ça, mais bon, c'est pas grave. L'objet de l'ouvrage qu'on vous présente aujourd'hui, c'est de rassembler cette richesse un peu d'articles publiés. Donc, c'est rassembler 35 articles autour de 30 auteurs. Alors, à l'origine, évidemment, il était envisagé qu'on fasse de multiples interventions dans des librairies un peu partout en France pour diffuser et débattre des articles et des sujets proposés dans cet ouvrage. Évidemment, on a choisi aujourd'hui de plutôt le faire sous forme virtuelle, ce qui n'empêche pas, et on espère bien qu'on aura en fin de ce webinaire l'occasion d'échanger, discuter autour de ce qui vous sera présenté. Pour en savoir plus sur le collectif, vous avez évidemment un site internet et puis récemment une infographie qu'on vient de réaliser et qui vous permettra d'aller éventuellement plus loin sur la vie du collectif et comment on voit un peu les choses. Je vous l'ai dit, donc ce webinaire s'inscrit dans une série. C'est le 5e webinaire et il y en a 2 qui sont prévus encore au mois d'avril, un sur paysage et transition, et l'autre sur les paysages nourriciers. Voilà, je vous propose de pas aller plus loin. Alors, avant quand même qu'on passe tout de suite aux interventions de nos trois intervenants, petite introduction technique. Je vous demande de couper vos caméras et vos micros pour éviter qu'on ait des problèmes de bande passante et puis des interférences. Utilisez et préférez le chat si vous voulez poser des questions. Amélie et moi, donc Amélie qui est aussi
mince, qui travaille pour le collectif, euh, on se chargera de rassembler les questions et puis de les poser plutôt en fin des interventions. On se donnera un quart d'heure pour ce temps-là. Voilà, mais n'hésitez pas à utiliser le chat pour ça. Il est fait pour qu'on puisse aussi avoir ce temps d'échange. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est les outils du paysage. Donc, on a Alain Frétet, Laurence Renard et Claire Cornu qui vont nous présenter un peu des réflexions autour de ces outils. Sachez qu'il y a d'autres outils et j'ai pensé à l'outil Étape, qui est un outil un peu spécifique que le collectif a mis en place, qu'on a présenté à l'occasion d'un webinaire précédent. Donc là aussi, n'hésitez pas à aller voir les replays des webinaires si ça vous intéresse sur notre site internet. Alain, je te laisse prendre la suite et merci à vous trois en tous les cas d'être là ce matin. Merci. Bienvenue sur ce webinaire matinal. Donc, les outils du paysage, alors, on ne va pas passer en revue l'ensemble des outils, on va peut-être s'intéresser plus particulièrement à un outil qui est simplement le projet de paysage. Et ce projet de paysage, quand on veut aller vers cette transition écologique, énergétique, on se rend compte qu'il y a en fait une tendance qui s'impose, c'est la sobriété. Ne pas en faire trop. Essayer d'être là pour reprendre en fait les 5 grands piliers de la démarche paysagère décrits par Odile et Régis dans l'introduction du bouquin. Donc être au service du site, avoir plusieurs points de vue, avoir donc donner vraiment une présence au beau et à l'harmonie, être multifonctionnel. Enfin, on se rend compte que tout ça va vers le fait que on peut aller vers une sobriété. Alors, c'est une sobriété qui est liée, bien sûr, à la facture, au sens du projet. Quand on est au service du site, on n'a pas obligatoirement à transformer, à bouleverser le site. On n'est pas au service de son propre ego, à vouloir absolument marquer son territoire. Mais finalement, se dire que peut-être que le plus beau des projets, c'est celui qui ne se voit pas. C'est la sobriété aussi dans la nature des travaux qu'on envisage. On peut favoriser peut-être déjà l'intervention minimale, faire comprendre à des maîtres d'ouvrage que point n'est besoin de vouloir absolument tout transformer. Parfois, le paysage est là, il suffit effectivement de le regarder, de se l'approprier pour créer de la beauté, du bonheur, du plaisir à être dans ce paysage. C'est essayer de travailler sur des filières les plus courtes possibles, faire travailler des artisans et donc là, utiliser des bois locaux, de la pierre, la pierre sèche, et puis des techniques qui sont peu gourmandes en énergie. C'est-à-dire essayer d'éviter l'emploi du catalogue où on va utiliser du mobilier qui va provenir de très loin, qui va faire des kilomètres. Enfin, voilà, faire soi-même et surtout, finalement, arriver à peut-être dépouiller certains sites d'aménagements un peu lourds qu'ils ont subis. Ça, c'est ce que je vous raconterai tout à l'heure. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on discute avec les gens, et ça, Laurence Renard, qui est paysagiste là, de la Fabrique du Lieu, qui s'est vraiment spécialisée sur donc la concertation et la coélaboration, plus on discute, plus on se rend compte qu'il y a vraiment un partage d'idées autour du sens finalement de cette sobriété. Finalement, les gens ne réclament pas des projets un peu bling-bling et bavards et trouvent souvent les lieux qu'ils habitent beaux et souhaitent simplement pouvoir les aborder à pied de la façon la plus simple. Donc, le partage dans la conception et la réalisation finalement fait que cette sobriété n'est pas vécue du tout comme une punition, mais au contraire comme une façon de se réapproprier le processus de projet, se réapproprier la construction par du coup cette participation. Parmi les techniques utilisées, il y a certaines techniques constructives comme la pierre sèche dont va nous parler Claire Cornu, qui est urbaniste et architecte et qui a écrit donc un rapport sur la pierre sèche pour la Convention européenne du paysage et puis qui a participé à l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO de cette technique. Et bien, cette technique de la pierre sèche, on sent bien que
elle peut être partagée par des chantiers participatifs et elle s'inscrit complètement dans la sobriété, parce que la pierre, on va la chercher à proximité. On est sur vraiment une excellence du point de vue de la biodiversité, avec toutes ses infractuosités. Elle s'inscrit vraiment avec harmonie finalement dans le paysage, avec une continuité. Ça fait plusieurs milliers d'années qu'on fait de la pierre sèche, donc là on est simplement des passeurs et on n'est pas là à vouloir absolument rajouter au paysage le dernier mobilier à la mode, comme l'horrible gabion ou le cortène, enfin voilà, des choses qu'on sent extrêmement signées, et voilà, il y a peut-être à chaque fois, mais qu'on intervient sur un lieu, à se poser la question, voilà, est-ce que ce que je fais est juste par rapport au lieu? Est-ce que ça s'inscrit dans cette transition écologique et dans cette sobriété que l'on attend? Voilà donc pour l'introduction. Donc, Laurence Renard nous fera part, donc, juste après mon intervention, de son expérience sur la concertation, et Claire nous parlera plus particulièrement de cette technique de la pierre sèche. Donc, après ce propos introductif, donc le travail que j'effectue, effectivement, c'est un travail qui s'inscrit souvent sur des beaux sites, des sites classés, des grands sites de France, des sites du Conservatoire du Littoral, donc des lieux tout à fait remarquables. Et c'est vrai que la France, par sa diversité géographique, par sa diversité climatique, sa diversité géologique, sa diversité culturelle, a une diversité de paysages, et des paysages d'une beauté assez époustouflante. Donc il est assez logique que voilà, on s'intéresse à la qualité de ces paysages. Et en France, grâce à une politique de préservation, de protection des paysages, je pense aux sites classés, aux sites patrimoniaux remarquables, aux grands sites de France, mais aussi à des établissements comme le Conservatoire du Littoral, ou des protections de milieux naturels, réserves naturelles, parcs nationaux. On a vraiment une qualité de sites, mais on se rend compte que ces sites ont subi, par l'attraction dont ils sont l'objet, les outrages d'aménagement qui sont vraiment signés de l'ère du pétrole. C'est-à-dire qu'avec la voiture, on a voulu absolument arriver au plus proche de ces sites, et on les a souvent déstructurés. Donc là, on peut passer à la première diapo, là, Laurence. Donc, par exemple, là, sur la pointe des Poulains, on a mis le stationnement, mais alors au bord de plage. On a complètement écrasé la pointe, on a cassé des rochers pour faire du stationnement. Quand les bus sont là, ils n'arrêtent même pas le moteur. Enfin, l'expérience du site est alors complètement gâchée par cette présence à la fois du bitume et de la voiture, qui sont quand même les deux expressions de ce temps du pétrole. Donc, finalement, notre travail, ça va être la soustraction, c'est-à-dire retirer la voiture, casser du bitume, enlever des tables de pique-nique, enlever des poubelles, pour retrouver des sites dans leur plus grande sobriété. C'est pour ça que là, on parle de soustraction heureuse, comme Pierre Rabhi parlait de sobriété heureuse, parce que finalement, l'expérience de visite qu'ont les gens quand ils se baladent, alors, c'est vraiment l'expérience d'une marche à pied, d'une déambulation de plaisir devant la beauté, voire le sublime de ces sites. Et on n'est plus dans le paysage immédiat, qui est un peu finalement cette ère du pétrole, où on veut tout de suite, mais dans un paysage qui se goûte, voilà, qui s'apprécie. Et on peut se dire que ces grands sites, ces sites remarquables, en quoi ils intéressent le collectif PAP? C'est que, en fait, c'est peut-être des lieux où on a testé justement le fait d'être plus sobre, plus discret, ce qui va vraiment dans le sens de ce qu'on recherche. Ici, sur le Cap Fréhel, là, je suis en haut du phare du Cap Fréhel, on a une nappe de stationnement de 300 places de voitures, qui fait qu'on avait l'impression vraiment que le stationnement écrase les pieds de ce phare, qui souffre sans rien dire. Et donc, là, sur la photo suivante, on voit également combien l'expérience finalement d'arriver sur un grand site, et de se retrouver sur un stationnement avec tout l'inconfort que peut procurer la présence de voitures, est absolument, enfin voilà,
assez intolérable finalement quand on est sur une anticipation d'un site où on va trouver finalement de quoi se ressourcer et la beauté. Juste à proximité de ce site, il y avait un petit sentier absolument oublié. Dans le projet, en fait, après avoir cassé le stationnement, c'est ce sentier finalement que l'on a choisi pour arriver, pour faire que le million de personnes qui visitent chaque année le Cap Fréhel, qui appartient au Conservatoire du Littoral et à la commune de Plénon, puissent finalement voilà, profiter de cette mise en scène avec une lande qui existe. Donc là, et vous voyez, le travail est toujours d'une finesse. Là, pas besoin de platelage, de platelage en métal ou en bois, simplement les pieds sur terre, simplement un petit fil qui nous dit, voilà, la lande, elle est plutôt fragile, s'il vous plaît, n'allez pas trop la piétiner. Et finalement, on se rend compte que là, les mentalités évoluent, qu'aujourd'hui, on est sur le respect de ce milieu naturel. Et si on offre finalement ces cadrages, ce plaisir, cette mise en scène, on peut parler de mise en scène paysagère, cette dramaturgie paysagère, il y a vraiment une acceptation totale de ce type de projet qui peut faire son chemin dans notamment l'esprit des maîtres d'ouvrage, des collectivités, pour surtout éviter d'en faire trop. Donc le travail, là, sur la photo suivante, on voit que le stationnement, tout simplement, on a découpé le bitume. Puis la photo suivante, on voit que le bitume enlevé, on a laissé pousser. Là aussi, la sobriété, c'est peut-être laisser la végétation s'exprimer. En termes de biodiversité, on n'est jamais meilleur que quand on laisse les graines arriver toutes seules. Toute plantation est parfois un traumatisme pour la végétation locale. Ces grands projets où on plante des arbres qui ont déjà 30 ans paraissent aujourd'hui complètement dépassés. Laissons le temps au temps, et peut-être que c'est là aussi une des leçons qu'on peut tirer de ces grands sites, c'est que il faut peut-être se mettre au diapason du temps du végétal. Le stationnement, il a été mis en retrait dans une ancienne carrière légèrement agrandie, et puis le sol filtrant, des ganivelles, c'est-à-dire ces petites échalas de bois, donc des choses extrêmement simples et surtout qui sont réversibles, c'est-à-dire que demain, on va pouvoir enlever tout ça une fois que la végétation sera partie. Alors on a été aussi un petit peu plus loin sur le Cap Fréhel, c'est-à-dire que la soustraction, c'était une soustraction heureuse, elle a eu lieu également pour un bâtiment qui était un restaurant, alors restaurant réputé, on y mangeait très bien, mais un restaurant qui nous privait complètement sur cette pointe d'une découverte d'un grand site naturel et qui surtout privatisait finalement l'une des plus belles vues sur le Cap. Donc finalement, ce restaurant, on l'a enlevé. J'ai gardé quand même la base du restaurant pour faire une terrasse qui est aujourd'hui extrêmement appréciée, sur laquelle on a mis quelques éléments d'interprétation extrêmement modestes. On a enlevé sur ce site également tous les panneaux. Il y avait des dizaines de panneaux divers et variés d'interprétation. On a tout enlevé pour là aussi laisser le site à la seule découverte finalement par l'essence et pas obligatoirement par l'écriture qui souvent nous empêche de percevoir avec, sur le mode sensible ces paysages. Finalement, le travail qu'on cherche, c'est permettre aux gens de se ressourcer. La photo suivante montre un site en Corse, à côté de Propriane, où après avoir enlevé des tonnes de déchets, après avoir supprimé des traces de quad et de motos, on a une déambulation qui se fait tranquillement avec juste ce petit monophile qui dit, avec beaucoup d'amabilité et sans heurter les gens en les enfermant, en disant l'homme est méchant, il va faire du mal à la nature. Non, simplement un petit monophile qui dit, voilà, cette végétation de dunes, elle est fragile, s'il vous plaît, voilà. Et on se rend compte que tout le monde rentre voilà, dans cette acceptation. Et ça donne vraiment grand espoir sur la capacité que l'on a, avec des petites choses, à orienter, à faire cohabiter une fréquentation importante d'un site et la protection des milieux. Travailler avec la pierre pour les écoulements des eaux, parfois une petite passerelle qui permet aux eaux de s'écouler, éviter les grands plâtelages qui sont aujourd'hui un peu la tarte à la crème et qu'hélas, pas mal de collègues paysagistes utilisent de façon un peu systématique et qui sont souvent difficiles d'entretien, qui font du bruit. Voilà, restons les pieds sur terre
ne tombons pas dans le panneau. Et puis, utilisons aussi des techniques traditionnelles, comme par exemple ici sur la pointe d'Arcet, où à discuter avec un vieil ostréiculteur, à le regarder monter ces murs de gabions d'huîtres, et bien finalement, le projet a été fait à partir de ces gabions. On a récupéré, hein, donc ça c'est vraiment des réutilisations de produits locaux, des huîtres, on a récupéré ces pochons d'huîtres qui étaient mis en stock, on ne les a même pas achetés. Et à partir de là, on a construit ces murets. Et le projet a pu s'établir grâce justement à cette technique, alors qu'il a fallu décrire dans les cahiers des techniques particulières là, pour que les entreprises puissent répondre. Sur la réserve naturelle de l'étang de Lande, on a utilisé aussi, sur la photo suivante, on voit le chaume, qui est une technique qui était très très utilisée en Creuse, puisque pratiquement toutes les maisons étaient en chaume, mais qui a bien sûr aujourd'hui est un peu oubliée, mais quelques entreprises ont gardé cette technique, et on voit bien que une technique ancienne peut être mise donc au service de la création. Là, c'est un projet d'observatoire ornithologique qui permet d'avoir une très très belle vue sur une petite anse où on a des oiseaux sur cette réserve naturelle de l'étang de Lande en Creuse. Et là, on l'a construit avec cette technique du chaume, avec une entreprise spécialisée. On a été chercher, alors on aurait aimé bien sûr pouvoir utiliser la roselière à proximité, mais bon, elle n'est pas très grande, donc on a été chercher le chaume en Camargue. Ça fait un petit peu plus loin, mais on peut espérer que demain, voilà, on puisse utiliser sur des filières plus courtes ces différents matériaux. Et puis, pour anticiper un peu ce que va nous raconter Claire, voilà, peut-être qu'à chaque fois, le plus beau des projets, c'est celui qu'on est en train de faire. Vous voyez, 18 mars 2021, c'est la semaine dernière, là, je faisais ces croquis sur le littoral corse. Hein, je suis paysagiste conseil du Conservatoire du littoral, hein, comme également paysagiste conseil des grands sites de France. Et ben, on a travaillé sur des emmarchements en pierre, faits en pierre sèche, une vieille, une source que les gardes du littoral venaient juste de débroussailler. Comment on va le restaurer? Point n'est besoin, voilà, de faire plus que cette restauration. Et quel bonheur finalement, après 1 kilomètre d'un sentier en bord de rivage, que d'arriver sur ces lieux que l'on fait revivre simplement par une restauration. On est des passeurs. Elle a été restaurée, elle sera restaurée peut-être dans 20 ans. Et ben, on aura fait notre travail de passer. Et finalement, derrière ça, derrière par exemple cet arbre que l'on a découvert, qu'on va essayer de débroussailler légèrement pour que les gens puissent se mettre à son ombre, dégager cette vue que l'on voit là sur la mer. Les lieux sont là, il suffit bien souvent de les révéler. Sur la végétation, vous avez compris je plante très très peu, on laisse pousser. Par exemple ici, c'était une décharge. C'était un lieu de stationnement, c'est à côté de Propriane. Et bien sûr, le sol étant extrêmement sensible, on a mis ces ganivelles, mais qui seront enlevées dans peu de temps. Et bien, 1 an et demi après, on voit sur la photo suivante que la végétation a commencé à reprendre. Rien n'a été planté. La végétation, c'est la banque de graines qui est là. Donc là, c'est aussi quelque chose. Voilà, planter n'est pas une fatalité, on peut laisser pousser, simplement il faut arriver à convaincre les élus et les habitants qu'il faut du temps. Un végétal met du temps à se mettre en place. Voilà, finalement, on se rend compte que tout est là. Ça, c'est un projet qu'un collègue paysagiste, François Garnier, a fait en Corse et sur lequel on revient finalement. Les gardes ont taillé doucement ces végétaux qui sont là. On a remonté ce mur de pierre sèche. On a voilà, la mise en scène du paysage, elle est là. Il suffit de trouver les lieux. Et le travail se fait bien sûr avec les gardes, avec eux, les gardes du littoral, gestionnaires des terrains du conservatoire. Il se fait également, bien sûr, en concertation avec tout un ensemble d'équipes. Des équipes, donc sur la photo suivante, par exemple, on voit la délégation, les délégués du Conservatoire du littoral au Centre Atlantique penchés sur le schéma d'intention, c'est-à-dire un document qui va nous servir à se mettre ensemble pour trouver le sens du projet. C'est-à-dire qu'avant de passer à la forme, avant de passer aux matériaux, avant de passer, qu'est-ce qu'on veut sur ce sens? Et plus on réfléchit, finalement, moins on en fait.
Et donc, réfléchir avant d'agir, c'est peut-être là, et réfléchir surtout ensemble. Et ça, c'est ce que Claire va nous exposer maintenant, avec ce travail qu'elle a pu faire en termes de concertation, un travail, on en discutait tout à l'heure, qui est mis à mal, bien sûr, par la présence du Covid, qui rend plus difficile, effectivement, ces travaux de concertation. Donc, Claire, si tu veux bien... Laurence, pardon. Laurence, si tu veux bien Oui, prendre la suite. Merci Alain. Merci beaucoup. Donc oui, je suis paysagiste et membre de PAP depuis 2 ans. Du coup, oui, j'ai choisi d'axer ma présentation sur un exemple qui est en Normandie, parce qu'en fait, notre outil de travail à moi et à mon associé qui est urbaniste, Nicolas Tinet, ce sont les habitants en fait. Voilà, on essaye dans chacun de nos projets d'utiliser cette force vive, ce savoir et ce bon sens à travers les habitants. Et, par rapport à ce qu'a dit Alain en introduction sur la sobriété, en fait, on a souvent affaire à des élus ou des institutions qui sont inquiets de la participation des habitants, sous le sens où si on ouvre la discussion, si on ouvre les possibilités de réfléchir aux habitants, on ouvrirait une boîte de Pandore avec des idées qui partiraient dans tous les sens et des choses démesurées. Et notre retour, c'est pas du tout ça, c'est complètement l'inverse. Donc, je vais d'abord vous lire un extrait de l'article de cet ouvrage PAP qui est sorti. L'article, c'est « Quand la participation des habitants accélère la transition, expérience de terrain », et un tout petit paragraphe qui s'intitule « La modestie au cœur des projets ». On pourrait craindre que les habitants expriment des souhaits démesurés. Ceux-ci s'avèrent généralement fort soucieux de la dépense publique. Tempérant certaines ambitions, souvent nourries par les élus, les habitants préfèrent des solutions plus locales et plus collectives que les projets pharaoniques. Dans la vallée de la Lévrière, certains élus militent pour la création d'un hôpital ou la mise en place d'un réseau de bus. Face à ces propositions, des habitants ont enquêté sur des exemples de maisons médicales rurales, accueillant des permanences de différents spécialistes, comme sur le développement de la télémédecine. Il suggère aussi de négocier avec la société de transport scolaire pour y accueillir des passagers non scolaires. Donc ça, le projet a beaucoup évolué encore depuis. Donc le terme hôpital, je précise, était un mot un peu provocateur lancé par un élu lors d'une réunion, mais en tout cas, il y avait bien un projet de maison médicale. Et d'abord, avant de vous préciser ce que ce projet est devenu, je vais vous expliquer comment on a travaillé. Donc on peut utiliser la diapo suivante pour illustrer ça. En fait, c'est un projet qui est sur 3 ans, qui est porté par le CAUE d'Eure et l'établissement public foncier. Ça s'appelle Vallée Habitée. Et donc, nous, on a choisi de commencer par l'intervention d'artistes qui s'appellent Petit Pois Princesse et qui ont été tapés aux portes, interpellés dans la rue, dans les champs, qui ont fait des ateliers pour faire exprimer aux habitants leurs utopies, leurs rêves, leurs besoins sur la vallée. Donc effectivement, on a ouvert la boîte de Pandore à tous leurs désirs. On a eu 200 projets exprimés pour des tout petits villages. 60 étaient vraiment dans le cadre de la démarche, et puis après on a organisé un vote et on est arrivé à sélectionner 10 projets, dont le projet de maison médicale. Et donc les artistes, pour illustrer ça, nous les paysagistes, on aurait tendance à faire une perspective, des dessins, eux ils ont décidé de faire ces photomontages avec les habitants en tant qu'acteurs de ce que serait ce projet. Donc la maison médicale dont on parlait tout à l'heure, c'était un projet qui a été ressorti par les habitants parce que ça faisait très longtemps que le maire en parlait, il était acquis sur le territoire. Donc on est parti de là. Et notre façon de travailler, c'est à partir de ces 10 utopies d'appeler les habitants à travailler en groupe. Donc il y a eu 10 groupes avec 10 chefs de projet qui sont des habitants. Et on leur a demandé de faire des diagnostics, de faire des recensements, d'aller chercher des dispositifs, des exemples. Et donc, voilà, chacun a travaillé. Nous, on animait ces groupes quand on pouvait se réunir, bien sûr. On leur apportait de la matière, voire de l'expertise s'ils en avaient besoin, mais c'est surtout de leur donner le cadre d'un travail commun. Donc, on peut passer à cette suivante, parce que parallèlement à ce projet de maison médicale, oui, alors ce qu'il faut que je vous dise, c'est que ce projet de maison médicale était porté par un maire qui voulait construire donc une maison médicale avec un médecin généraliste, des spécialistes, des logements pour ces professionnels de la santé sur ce terrain. Donc une parcelle, une prairie, un ancien verger, en entrée du village. Donc voilà, c'était le point de départ.
Donc, un des autres projets, ça a été c'était le sujet des vergers et du paysage en général. Et donc, le groupe s'est dit, bon, on va aller voir quand même ce site d'implantation. Et ils ont découvert un très grand verger avec des très vieux arbres, des vues magnifiques sur la vallée. Et donc, on a décidé de faire un diagnostic paysager avec les habitants. Donc, chacun avait son petit plan pour référencer les vues, les limites, les ambiances, regarder chaque arbre, dans quel état il était. Du coup, ils ont fait venir un spécialiste de l'arboriculture. Et puis, ils ont commencé à dire aux maires, bon, en attendant que le projet vienne, on pourrait peut-être le valoriser un peu. Et puis, ils ont commencé à défricher. Et voilà, déjà, en fait, un paysage a tout très rapidement été révélé. Et ça a commencé à mettre du doute sur au moins l'implantation du projet. À côté de ça, on peut passer à la slide suivante, il y avait un groupe sur la question des mobilités. Il s'appelle Chemin Faisant, ce groupe. Ils ont recensé les itinéraires de randonnée, les chemins qui ont été un peu embroussaillés. Et ils ont réfléchi aux itinéraires vélo, puis aussi à la question du covoiturage. Et en particulier, pendant le confinement, c'est un groupe qui s'est organisé sur WhatsApp, sur Facebook, pour faciliter les déplacements. Et du coup, ils ont été démarchés à la communauté de communes pour voir s'il y avait des projets en cours. En l'occurrence, il y avait un projet du réseau Pouce, que beaucoup doivent connaître. Voilà, c'est en gros du stop organisé, sécurisé. Et en fait, alors tous ces projets, pardon, on peut revenir en arrière, s'il te plaît, Laurence. Tous ces projets, en fait, se rencontrent lors d'un copil, comme tout projet, sauf que ce copil est ouvert à tous les habitants. Donc, chacun est au même niveau, on fait un tour de table, c'est juste prénom, nom, on ne dit pas la fonction, on ne dit pas le statut, on est tous au même niveau. Et du coup, pendant ce copil, sur la question de la maison médicale, certains ont dit « mais il y a déjà pas mal de professionnels de la santé ». Vous voyez sur la carte, c'est les pastilles jaunes, ça représente les médecins généralistes. Et le secteur d'études, c'est la vallée qui va de Saint-Denis-le-Fermant jusqu'à Bézu-la-Forêt au nord. Et en fait, on est à 10-15 minutes de ces professionnels de la santé. Donc, ce groupe a dit que c'est peut-être plus un problème de mobilité que de présence d'un nouvel équipement sur notre territoire. Donc, petit à petit, on s'est dit, attention, est-ce que aussi le programme est vraiment justifié? Enfin, c'est même pas nous qui l'avons dit, hein, c'est venu tout seul dans la discussion. On peut passer à la dernière slide. Et donc, à ce copil, un habitant qui est en photo écoute tout ça et il dit juste, ah bah, moi déjà j'ai un petit local, donc à gauche, que je mets à disposition d'une infirmière. Voilà, enfin, je dis ça, je dis rien. Et puis à la fin de la réunion, il vient nous voir et il me dit, bah, bon, je sais que je suis qu'un habitant, hein, mais moi j'ai une grange, je ne sais pas quoi en faire dans le village. Bon, j'oserais jamais aller voir les élus et leur dire que peut-être que ça pourrait avoir lieu dans cette grange, le projet de maison médicale. Plutôt d'aller construire un équipement. Mais est-ce que vous croyez que moi, simple habitant, voilà, je me sens pas, quoi. Donc, on a été en parler aux élus. Bon, ça a mis plusieurs mois, parce qu'en fait, c'est pas habituel qu'il y ait une solution comme ça qui vienne d'un habitant. Finalement, le projet a été discuté en conseil municipal. Et pour l'instant, ça a été présenté aussi à l'ARS. Donc, il y a un accord théorique sur le projet. Par contre, maintenant, on bloque sur côté administratif, surtout sur des petites communes, c'est-à-dire comment on monte un partenariat privé-public, des financements, des dossiers de subvention, des responsabilités. Mais voilà, sur cette expérience, mais bien d'autres, hein, sur des places dans des villages où les habitants dessinent donc à ma place, puisque du coup, mon parti pris en tant que paysagiste, c'est de ne plus tenir le crayon. C'est de leur amener, je leur tiens le crayon, je leur mets à disposition des outils. Enfin, c'est que les solutions qui viennent des habitants sont des solutions de connaissance du terrain, de bon sens, et même ils vont jusqu'à proposer des solutions comme en Beauce, on avait un projet où les habitants voulaient faire une partie des travaux eux-mêmes pour alléger la note. Bon, là où on bloque souvent au final de tout ça, c'est la question des marchés publics, de la mise en concurrence, de la décennale. Et voilà, il y a tout un cadre administratif qui n'est pas encore très souple, très ouvert à cette coproduction jusqu'au bout, quoi. Voilà, mais c'était en tout cas pour vous illustrer que du coup, le projet, bien sûr, de maison médicale aujourd'hui, en entrée de village, sur une prairie, sur un verger, est enterré, et qu'aujourd'hui, les habitants font partie complètement intégrante de la réflexion de l'évolution de la vallée, sur bien d'autres projets, hein, puisque c'était sur d'autres thématiques aussi. Voilà, et qu'à présent, la communauté de communes
voilà, on est en train de discuter avec eux pour qu'ils intègrent ces projets habitants dans leur politique plus large. Voilà un petit témoignage. Donc, on peut passer à Claire sur la pierre sèche. Donc, bonjour. Moi, je suis une architecte urbaniste au service des artisans, puisque je travaille pour une chambre de métier et de l'artisanat, et notamment cette belle aventure humaine que j'ai pu vivre sur la pierre sèche pour une sorte de renaissance d'une filière qui avait été mise de côté parce que justement, tout ce qui est les lobbies industriels avaient développé la formation sur d'autres matériaux, d'autres techniques. Et donc, celle-ci, désuète, obsolète, avait été complètement dédaignée. Donc, voilà, je vais vous raconter. Donc, voilà. Donc, une petite lecture de mon article qui est dans le livre en commun. À l'inverse d'une mondialisation qui efface les singularités culturelles et détruit les appartenances sociales, le renouveau des techniques de la pierre sèche peut assurer l'autonomie, l'économie et la résilience de cultures locales dans des milieux parfois difficiles dont l'abandon comporterait des risques considérables. Elle peut être le signe d'un renouveau ou d'une modernité inventive pour assurer l'adaptation aux ressources et contraintes du milieu géographique. Voilà. Donc la pierre sèche, qu'est-ce que c'est? Ce sont c'est une architecture de cueillette en fait. C'est la pierre qu'on peut ramasser ou récupérer. C'est une pierre de réemploi. En tout cas, c'est des moellons de pierre tout venant qui sont bâtis sans mortier, sans colle, sans ciment. Donc c'est vraiment de la pierre et du vide. Et le vide, ça permet aussi le drainage. Donc ça, c'est intéressant, surtout aussi pour les sols. Donc, quand on ne connaît plus on maîtrise plus ce savoir-faire ni cette technique, puisqu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'assurabilité, et donc il n'y a pas d'assurabilité, les projets deviennent compliqués, surtout dans le public. Donc, on a affaire à d'autres pratiques, voilà, qu'on apprécie ou pas. Suivante. Voilà, et quelquefois on oublie, alors qu'on a sous les yeux des murs en pierre sèche, comme on voit ici sur la droite, face à vous, on a des vieux murs partout dans le village, partout dans les collines environnantes, et puis il y a une brèche, le mur s'écroule, on dit « Oh, mais c'est mal construit, c'est désuet, c'est un art paysan, c'est pas solide, c'est pas solide », donc on fait autre chose, c'est des murs drainants, c'est aussi de la pierre, mais c'est autre chose, c'est un autre gabarit, voilà. Et d'autres communes, par exemple, vont pouvoir, alors qu'à un certain moment en haut, elles ont fait des murs en béton bien solides, dont elles maîtrisent bien la technique, mais c'est des murs sur lesquels on a collé de la pierre, parce que c'était dans même un très très beau village du parc naturel régional du Luberon. Voilà, ça devient quelque chose d'assez raide. Et puis justement, avec cette évolution, ce travail que nous avons fait à plusieurs, en plusieurs disciplines, plusieurs régions, là ça va trop vite, excuse-moi, voilà, on a pu faire le mur précédent. Donc je reste sur cette diapo. L'avantage de la pierre, non, sur l'autre, c'est juste que ça allait trop vite. C'est pas évident de ne pas régler soi-même le rythme. Donc, l'avantage, vous voyez bien, c'est qu'il y a le vieux mur qui est sur la droite, la brèche qui est sur la gauche. Donc, on a démonté toutes les pierres, on les a retriées. On a certaines qui avaient une sonorité qui n'était pas très bonne, on peut les recycler, les mettre dans le drainage à l'arrière du mur. Et on a fait un apport de pierres neuves d'à peu près 30%, hein, c'est la règle. C'est parce que souvent, on maîtrise peut-être mieux la technique et donc on a besoin de faire cet apport. Voilà. Mais c'est souvent des carrières locales et c'est souvent je vais dire un mot que les carriers n'aiment pas, mais des déchets de carriers. Parce que les plus belles parties ont été utilisées dans d'autres usages. Donc, c'est vraiment de la récupération des
Voilà, ils appellent ça la pierre valorisable, mais moi j'appelle ça les déchets. En tout cas, je comprends mieux comme ça. Suivante. L'avantage de ces systèmes de terrasses en pierre sèche, qui sont très ancestraux, ici on est en Suisse, en plein hiver, au mois de février, vous voyez bien que tout le coteau est nivelé par ces terrasses. Évidemment, la pierre, pendant la journée, va emmagasiner la chaleur du soleil et la restituer par décalage inertie thermique pendant la nuit. Donc, ça crée un microclimat tout à fait favorable aux cultures. Sur l'étiquette du vin, j'ai essayé de prendre la même photo, mais c'est pour vous dire que justement, ce paysage et ces terrasses sont une fierté des hommes qui le façonnent. Parce qu'en fait, un beau paysage renvoie à l'idée d'un bon produit, parce que c'est une bonne gestion de la terre, de l'eau, du paysage, du climat. Suivante. Donc, il y a eu une très, très belle expérience qui a été faite par les agriculteurs et qui ont renoué avec ces terrasses en Lozère, il y a déjà quelques années maintenant, dans les années 90, avec le travail du Parc national des Cévennes. Et vous voyez, c'est vraiment, ils ont renoué avec l'oignon doux, et même les étiquettes des oignons valorisent la terrasse. Enfin, il y a un vrai marketing territorial. Suivante. Ces techniques, j'ai essayé de vous montrer un peu dans toutes les régions de France parce qu'on me disait « Oh, mais c'est la Méditerranée, puisque moi je suis de la Provence, c'est la Méditerranée, etc. » Non, pas vraiment, c'est là où il y a des pierres, c'est un matériau de cueillette et on répond à ses besoins avec ce qu'on a. Il y a une très judicieuse adaptabilité de l'homme à son milieu finalement. Et là, c'est des protections de berges, de rivières, dans un très bel espace, mais tout le long de la Rance, entre Dinan et Saint-Malo, il y a ces bâtiments, ces constructions, ces ouvrages. Suivante. Ici, par exemple, pour des routes, là on est dans le Cap Corse, on voit bien que le matériau, il a été récupéré du fait d'avoir entaillé la montagne, et ce matériau sert au mur de soutènement de la route elle-même. Donc, l'intégration est plus que parfaite et le circuit est plus que court. Suivante. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est de la pierre, c'est du vide. Évidemment, quand on la met au sol, ça fait des sols drainants et des sols tout à fait intéressants. On ne marche pas dans la boue. Voilà, il y a tout à fait un jeu, et puis là, un jeu d'ombre de lumière avec l'escalier à pas d'âne qui est très intéressant. Et voilà, que ce soit dans le Luberon ou dans le Verdon, à droite, c'est de beaux. Enfin, moi, ça me tient au cœur en tout cas. Suivante. Ça coupe le rythme. Voilà, donc c'est des usages qui peuvent être contemporains. Vous voyez en haut la photo avant d'une villa contemporaine, comme on peut apprécier ou pas, peu importe, c'est un geste architectural qui a été apprécié là, mais le talus, le traitement du talus, il aurait pu être en gabion parce que c'est très tendance, il aurait pu être en enrochement parce que c'est très pratique, mais là, l'architecte a fait appel aux maçons du village, aux artisans locaux du Var, et ils ont fait ces terrasses. Et il y a vraiment, voilà, non seulement une tradition, puisque dans le Var, il y a beaucoup de pierres sèches, mais il y a une adaptation qui vraiment, c'est l'espace d'accompagnement qui est intéressant. Là, il y a eu aussi une volonté de faire appel à la pierre sèche pour ce jardin des migrations. On est à Marseille, et donc c'était dans la clause insertion de l'appel d'offres public. Il fallait faire travailler justement une Acta Vista et qui a fait appel, qui n'avait pas le savoir-faire, qui a fait appel aux muraillers de Provence pour faire ces ouvrages. Donc ça a été les victoires du paysage de 2014, et on en était très fiers. Donc cette aventure, elle a commencé par un programme européen qui a travaillé sur la pierre sèche comme levier de développement local sur 4 territoires, dont chez nous le Luberon. Voilà. Donc ça a été à la fin de ce programme une volonté politique de la part de 2 artisans boulangers qui avaient des responsabilités régionales politiques et qui se sont dit mais
il faut absolument se lancer dans la pierre sèche, que les artisans se forment. Suivante. Donc, on m'a mis ça dans les mains et je leur ai dit, mais il n'y a pas d'écrit. Donc, les problèmes, c'est que les artisans ne vont pas aller se former. S'il n'y a pas d'écrit, il n'y aura pas de marché. Donc, il fallait que je trouve des solutions pour valoriser cette technique. Donc, le premier axe, ça a été vraiment la prévention des inondations. Il y avait eu de graves catastrophes voilà, qui continuent maintenant actuellement avec la Rouya et la Vésubie. Mais voilà, donc ça a été un moment où je me suis dit, bon, ça peut être un marché intéressant à développer. Suivante. Autre interlocuteur que j'ai pu avoir, c'est le service des routes nationales, voilà, qui m'ont dit que ils se rendaient compte qu'il y avait tout un patrimoine qui était encore important, et plutôt que de tout concasser ou enfouir ces murs en pierre sèche pour apporter du béton, faire intervenir une grosse entreprise extérieure, c'était peut-être mieux de faire appel aux artisans locaux et d'entretenir régulièrement ces murs. Donc, il a été très, très intéressé, il m'a encouragé. Depuis, on a eu 6 thèses de doctorat de grandes écoles d'ingénieurs qui se sont penchées sur ces problématiques de technique pierre sèche et qui nous ont bien aidés. Suivante. Voilà, oui, non? Voilà. Donc, suivante, il fallait donc écrire ces règles écrites. Grâce à tous ces travaux d'ingénieurs que j'avais mis en relation avec des artisans, il y a eu des murs tests, il y en a eu 5 en Vaucluse et je crois 5 aussi dans les Cévennes pour changer de valeur de pierre. Et voilà, on a pu écrire ces règles avec des abacs de calcul de dimensionnement des profils des ouvrages qui permettent facilement maintenant aux artisans de faire leur devis et aux architectes ou paysagistes de faire leur appel d'offres également. Donc, c'est vraiment un petit outil pratique que j'ai été aidée par le ministère de l'Artisanat pour ça. Suivante. Donc ensuite, on a mis en place des diplômes nationaux. Et là, c'est un diplôme qui émane du bâtiment, enfin du BTP. Donc, vous avez dans les diplômes les titres de l'éducation nationale et les CQP, certificats de qualification professionnelle du monde professionnel. Suivant. Et puis, inscrire ce métier, ce savoir-faire. Il a été choisi comme s'appelait murailler, donc c'est une commission nationale. J'avais proposé tous les termes que j'avais entendus un petit peu partout, muretier, bâtisseur, etc. Murailler a été retenu par la commission, mais maintenant, officiellement, il y a eu vraiment publication de ce métier comme un savoir-faire du patrimoine. Suivante. Et donc, j'ai voulu aller plus loin dans la reconnaissance. J'ai obtenu, avec l'aide de mes amis de la SPS, où on organise tous les 2 ans un congrès international de pierre sèche dans un pays différent, depuis 1997 quand même, donc ça fait, voilà. Je leur ai dit, on ne va pas monter un dossier tout seul franco-français auprès de l'UNESCO, allez, on y va tous ensemble. Bon, on a démarré en 2010, on l'a obtenu en 2018, mais c'est une grande fierté et c'est surtout cette reconnaissance permet, quand on a des élus en face de nous, leur dire, vous savez, le savoir-faire de la pierre sèche, c'est aussi validé par l'UNESCO, et pas seulement pour le côté patrimonial, esthétique, non, c'est toutes les valeurs écologiques, les valeurs environnementales, les valeurs, voilà, toutes ces valeurs-là. Et ça, du coup, l'oreille, les yeux pétillent, l'oreille se tend, c'est quand même plus pratique. Suivante. Voilà. Et puis, j'ai eu l'opportunité aussi de convaincre la Convention européenne du paysage de cet intérêt de la pierre sèche. Et là aussi, on a pu avoir cette distinction. La Convention européenne du paysage, c'est, je crois, 49 pays impliqués. Voilà, c'est intéressant, c'est validé, c'est inscrit. Voilà, une belle aventure. Je suis dans la chaîne de solidarité pour ça. En tout cas, c'est un matériau vraiment robuste, durable et tout à fait pertinent pour les territoires. Je vous remercie. Merci Claire et merci à vous trois. Franchement, c'était très riche et très complémentaire. Et on a beaucoup de jolis commentaires aussi dans le chat. Bon, il y a quelqu'un qui est renvoyé vers le groupe Frugalité heureuse et créative.
voilà, qui peut être intéressant d'identifier. Il y avait un autre commentaire aussi que j'ai trouvé intéressant, qui renvoyait d'ailleurs à Montesquieu en disant « aménager avec les mains tremblantes ». Je trouve que ça illustre bien vos propos de frugalité, de modestie, de tout ça. Montesquieu disait ça à propos de la législation, hein, du fait de légiférer, mais ça illustre aussi notre sujet des paysages. Alors, on a des questions également dans le chat, à chacun d'entre vous d'ailleurs. Alors, je vais les grouper toutes, hein, et puis je vous laisserai y répondre. Donc, il y a pour Alain un certain nombre de questions. Alors, on en a une première qui est comment transposer les outils proposés, la méthode, dans des espaces urbains, puisque là, on est plutôt dans des espaces, voilà, des grands espaces paysagers. Ça, c'était une première question pour Alain. Autre question pour Alain, toujours pareil, hein, sur l'aspect de l'aménagement. Comment répondez-vous aux demandes d'accès des espaces naturels aux PMR, hein, donc personnes à mobilité réduite, au regard de cette richesse? Deuxième question pour Alain. Et ensuite, toujours pour Alain, est-ce que la question de la suppression de la signalétique pédagogique n'entrave pas le respect du milieu et n'a pas un effet un peu négatif sur la pédagogie autour du site? Voilà, bah, peut-être qu'on peut faire là déjà je te laisse répondre et puis je poserai les questions suivantes à Laurence, c'est clair. Il faut activer ton micro, Alain. Oui, la question effectivement du contexte urbain, c'est un contexte différent, plus dur, parce qu'il y a une sédimentation de la présence humaine qui est plus lourde. Mais malgré tout, chaque ville a une histoire, chaque ville a ses sites. Comprendre pourquoi une ville s'est implantée à cet endroit-là, l'importance du relief, de l'eau, de l'écoupement, la vue, la relation aux axes de communication. On peut effectivement aussi, dans ces projets urbains, porter cette attention au site. La nature en ville, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, en laissant parfois même la friche s'exprimer. Donc, c'est plus difficile, mais je pense qu'on a quand même des leçons à tirer de l'espace naturel, peut-être, pour imprégner le projet urbain. Alors c'est vrai que moi, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait de projet urbain. Je suis tellement bien dans ces grands sites que j'ai un peu de mal maintenant à retourner sur la ville. Mais des paysagistes interviennent de façon très inventive, avec parfois sobriété et effectivement, comme le mentionnait Laurence, aussi avec des rencontres avec les habitants. La deuxième question là, donc d'Isabelle, là, sur l'accessibilité PMR, effectivement, ces sites, on a rarement des sentiers à 4%, voilà. Comment on répond à ça? C'est par la mise en place d'un gradient d'accessibilité, de confort de la marche. C'est-à-dire qu'à proximité d'un stationnement, on va essayer de tirer un sentier très, très confortable pour tout le monde. Je pense à Bonifacio, où on peut s'arrêter. D'un seul coup, il y a le petit site de Campo Romanel, où on a une accessibilité. Et puis après, si on va aller plus loin, ben, voilà, les difficultés augmentent et ce gradient permet de répondre à cette demande. Surtout, ce qu'on fait quand on est sur ces sites avec les gestionnaires, c'est de ne pas se dire « bon, je n'arrive pas à être conforme à la loi 4%, etc., donc je ne fais plus rien ». Non, même si on n'est pas dans les clous de la réglementation PMR, on fait tout, malgré tout, pour essayer de faire en sorte que ça soit le plus accessible possible, et notamment, on lutte contre les marches. C'est-à-dire qu'un sentier bien conçu, c'est un sentier sans marche. Et bien souvent, on va abandonner des tracés qui montent tout droit, où c'est très très difficile, pour un tracé un peu plus long. Alors, grâce au conservatoire, souvent on est propriétaire du terrain, enfin voilà, on va même des fois accélérer l'acquisition d'un terrain, parce qu'on sent qu'il y a un sentier beaucoup plus doux qui va monter. Voilà. Donc c'est dans le tracé du sentier, dans le fait de faire le moins de marche, et s'il y en a, c'est surtout en pierre sèche, mais surtout de ne pas lâcher la chose, parce que voilà, on n'est pas dans les clous. On fait tout. Donc,
voilà, donc, un petit peu comment on répond effectivement à cette question d'accessibilité. Et le dernier point, la signalétique pédagogique. Là, je me retourne vers un travail qui a été fait par le réseau Grand Site de France, qui a fait appel à un universitaire, c'était les rencontres du Cap Fréhel, qui nous a dit, ils ont fait une évaluation effectivement de la façon dont sont appréciés les panneaux. Alors on se rend compte que quand on est en milieu naturel, en fait on n'est pas là pour lire, donc on lit peu. Donc on passe souvent à côté du panneau sans lire. Et quand on lit, alors là c'est vraiment une évaluation qui a été faite après enquête, en fait on retient très peu de choses, 15% à peu près de ce qu'on lit. Ça ne fait pas grand-chose, quoi. Alors qu'on va retenir à peu près 50% de ce qu'on va nous raconter si quelqu'un in vivo, enfin, un animateur, enfin, un garde va nous raconter des choses, 50%. Et par contre, on retient 75% de ce que l'on fait. C'est-à-dire que quand on participe à un chantier de pierre sèche, quand on participe à des arrachages de plantes envahissantes, eh ben, on retient. Donc, ça veut dire quand même que pour des objets qui sont souvent pas très beaux, hein, ces espèces de petits pupitres là qui vont être très lourds dans le paysage, on essaye de ne pas les photographier, enfin, eh ben, en fait, ça ne marche pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? Ben, c'est la parole. C'est-à-dire que essayer d'avoir un salaire de plus pour un animateur qui va souvent donc de faire en déambulant, hein, donc en maraudage, hein, ça, il y a des parcs naturels régionaux comme les Vosges qui ont des animateurs en maraude, qui se baladent et qui vont à la rencontre des gens et qui expliquent des choses. C'est une rencontre humaine, c'est de la parole, c'est de la relation sociale. Il se passe quelque chose de beaucoup plus intéressant que dans le fait de lire, parce que la lecture, quand on est en site naturel, va complètement nous faire oublier la relation sensible qu'on a avec l'espace et la nature. Il y a aussi tous les liens, les QR codes, l'Internet. Alors bien sûr, dans ces sites, on préférait qu'on soit en zone blanche et qu'on n'ait pas le portable pour pas dévier quand on est sur site sur les derniers mails qui nous stressent complètement. Enfin voilà, on préférait, donc on lutte contre les antennes et on essaye plutôt d'être dans des zones blanches sur ces sites. Mais quand on a accès à Internet, on peut très bien, si on a envie, et là on ne subit pas le panneau, cliquer sur le QR code, avoir une application, et là on peut avoir, maintenant on a des applications, là par exemple on travaille sur le plateau de Gergovie où une application va carrément nous raconter avec des images l'histoire de la bataille entre César et Vercingétorix, et là il se passe des choses extrêmement intéressantes. Et puis il y a aussi des choses plus classiques, hein, comme les petits livrets, servez-vous, des petites bornes, servez-vous, livrets gratuits, on les prend, il y a même des gens qui les remettent, et donc ça on les emmène avec soi, et surtout on lit quand on a envie. Et on ne fait pas subir finalement au paysage ces panneaux qui souvent coûtent cher, s'abîment très vite et qu'on n'ose jamais enlever. Parce que c'est l'ancien maire qui a écrit des textes, donc il ne faut pas trop enlever. Et du coup, on a une espèce de sédimentation de panneaux, mais des fois, on a 5 générations de panneaux qui restent. Et puis, voilà, ça fait une espèce de friche touristique un peu banale qu'on n'arrive pas à remettre à jour. Voilà pourquoi, en fait, ne pas tomber dans le panneau, c'est peut-être, voilà, c'est un peu facile, mais disons que voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on peut retenir. Merci Alain. On a quelques commentaires justement à ce sujet en disant que d'où l'intérêt quelqu'un nous dit, mais d'où l'intérêt d'un plan d'interprétation plutôt qu'un plan de signalétique. Exactement. Voilà. Et puis évidemment, ça limite aussi la pollution visuelle que de supprimer ces panneaux un peu partout dans le paysage. Laurence, du coup, il y a une petite série de questions aussi concernant sur le volet participation. À propos de la démarche que tu as présentée, il y avait des questions de précision sur combien de temps ça a pris. J'ai vu que tu avais répondu, mais je pense que ça peut être intéressant de le partager. Est-ce que cette démarche s'est inscrite dans le cadre d'une résidence d'artiste? Et puis, plus généralement aussi, il y avait quelques remarques sur lesquelles tu peux peut-être aussi intervenir, sur les craintes que suscite la participation, particulièrement chez les élus, les craintes aussi de l'expérimentation. Moi, je dirais comment lever ces craintes finalement à travers les démarches que tu peux engager, toi, sur le terrain. Oui, merci. Alors cette expérimentation-là, ça fait 2 ans et demi qu'elle est lancée, elle n'est pas encore finie. Ça peut paraître long, mais en même temps, c'est une démarche de dynamisation d'un territoire. Donc finalement, une démarche classique sans habitants durerait la même, voilà, au moins sur plusieurs années. Après, sur cette question des
crainte sur le temps que ça prend d'impliquer les habitants. Nous, à chaque fois qu'on défend l'idée, on dit oui, ça prend plus de temps de démarrage, mais vous en gagnez à la fin. Parce que quand un projet est conçu en amont par les habitants, a priori, il n'y aura pas de rébellion contre le projet à la fin si on est bien honnête vis-à-vis de la démarche et qu'on prend bien en compte les éléments apportés par les habitants. Ça ne veut pas dire qu'on prend tout, et ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas trancher, mais ça fait partie des éléments de cadrage indispensables, c'est-à-dire que de bien expliquer aux habitants qui veulent participer qu'ils sont là pour travailler, faire part de leurs idées, mais que la décision, elle revient tout de même aux élus et qu'il y a des contraintes, et bien expliquer les contraintes financières, administratives, de critères, de subventions, des choses comme ça. Il faut être transparent dans la démarche. Sur le côté expérimental, bah oui, ça c'est clair, qu'à chaque fois, il y a toute une période de flou qui inquiète beaucoup. Et donc, maintenant qu'on a l'expérience, on prévient toujours que oui, les premiers mois, vous n'allez pas du tout comprendre, vous allez nous faire des reproches, vous allez nous harceler parce que vous ne savez pas où on va, ça va être tendu entre nous. Il faut juste qu'on se donne le temps des premières réussites, des premiers signaux. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose, dès le départ, si on sent qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas cette patience-là, voilà, ça demande beaucoup de temps de rappeler les élus ou les chargés de mission qui sont à l'interface pour rassurer, faire confiance, expliquer ce qui se passe. Et je dirais qu'au fur et à mesure, on gagne cette expérience et on peut de plus en plus rassurer. C'est pour ça qu'au départ, nous, on a commencé à travailler par autosaisie, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais on s'est créé nos propres projets pour ne pas avoir de commanditaires inquiets. Et c'est sur la base de ces expériences-là qu'on a, voilà, en allant voir les autres territoires, en appelant d'autres élus pour dire, bah, au final, ça s'est bien passé, même si ça a été dur, ou si ça a été long, ou si c'est inquiétant. Mais voilà, c'est l'expérience qui peut rassurer. Et donc, pour précisément sur les artistes, c'était pas vraiment une résidence au départ. Ils faisaient partie de notre équipe. Mais par contre, concrètement, en fait, on a demandé aux habitants s'ils pouvaient ouvrir leur maison pour accueillir les artistes. Et donc, ils ont hébergé chez des habitants à droite, à gauche. Et du coup, ça s'est transformé en résidence. Et d'ailleurs, là, on commence un nouveau projet avec eux et ça sera que sous forme de résidence parce qu'effectivement, on se dit que cette forme de résidence, d'être au cœur de la vie des gens, à proximité, sous des moments informels, c'est peut-être ce qu'il y a de plus efficace. Plutôt que de venir de faire des allers-retours sur une réunion qui dure 2-3 heures. Enfin, voilà, il y a besoin de s'impliquer dans le lieu de vie pour être efficace. Merci Laurence de ces apports. Du coup, pour finir un petit peu ce tour de table de questions, à Claire, on a aussi un certain nombre de questions, spécifiquement évidemment sur la pierre sèche. Une des questions, c'était est-ce qu'on retrouve la pierre sèche dans toutes les régions traditionnelles de France? Est-ce applicable partout? Alors, on a déjà eu une partie de réponse par Olivier Thiebaud qui nous dit que la pierre sèche en Morvan se traduit en moellon de granit, voilà, qui est très différent des murs en pierre calcaire. Mais voilà, ça c'était la première question à laquelle tu peux sans doute apporter des précisions. Et deuxième question, la reconnaissance de la pierre sèche pour les murs de soutènement est-elle valable pour tous les bâtiments ou pour les bâtiments tout simplement? Voilà, de Noémie Martin. Voilà, je te laisse répondre à tout ça. Merci. Alors, pour répondre aussi à frugalité heureuse et créative, oui, effectivement, j'ai fait un webinaire pour le groupe local Poitou-Charentes. C'était à l'automne et depuis, il y a un projet justement de manifestation avec... voilà, donc ça... Il y a vraiment des connexions, effectivement, on est dans la même philosophie. Pour ce qui est de la pierre, ben, écoutez, partout où la pierre est présente, que ce soit du granit, du grès, du schiste, du calcaire, de la lave, moi j'en ai vu partout. Ben voilà, l'homme, il y a une qualité d'adaptabilité et d'ingéniosité. Il répond à ses besoins avec la pierre locale. Donc moi j'en ai vu partout. Alors évidemment, s'il n'y a pas du tout de pierre,
Quoique, en Mauritanie, il y avait beaucoup de sable, mais ils creusaient le sable, dessous il y avait la pierre, et j'ai vu des murs de protection pour éviter justement d'être enseveli par à Chinguetti, là, l'oasis de Chinguetti avec les fameuses librairies, voilà, un caravansérail et tout ça. Bon, ils faisaient des murs en pierre sèche pour les protéger. Donc, oui, en Suède aussi, je pensais que tout était en bois, mais non, il y a pas mal de bois, de pierre également. Donc, ça peut être des boulets de granit avec plein de petits trous aussi. J'ai vu ça en Syrie. Ce n'était pas du granit, c'était du calcaire, le plateau calcaire. Et ils me disaient, ah, mais oui, mais les moutons, ils aiment bien voir à travers les trous pour d'autres côtés. Et puis d'autres qui me disaient, oui, mais vous savez, quand le vent passe à travers des trous, les mouvements du vent de l'autre côté du mur sont beaucoup plus stables au lieu de faire l'effet de rouleau et justement de tout emporter. Donc, c'est une technique, par exemple, dans des îles au sud de la Sicile, où il y a des citronniers, mais il y a beaucoup de vent, donc ils font des enclos ronds avec les citronniers à l'intérieur pour pas qu'ils perdent leurs fleurs ou leurs fruits quand il y a vraiment trop de vent. Donc, c'est des murs en pierre sèche, mais avec vraiment beaucoup de trous. Voilà, donc c'est tout des techniques. Alors ensuite, pour les travaux scientifiques que nous avons faits en relation avec les muraillers et les chercheurs, on a vraiment démontré que jusqu'à 4 mètres de haut, il était tout à fait pertinent et même économiquement pertinent, pas seulement techniquement, mais de le faire en pierre sèche, il y avait pas de souci. Quant à le faire sur du bâtiment, il faut quand même se dire qu'il y a quand même du fruit, il y a quand même de l'épaisseur. Il y a des vieilles maisons dans des villages corses qui sont granitiques, où il n'y avait pas de chaux, pas de calcaire. Elles sont évidemment en structure pierre sèche, mais elles ont été enduites à l'intérieur ou peut-être un peu à l'extérieur. Ça dépend, mais pour éviter qu'il y ait de l'eau ou du vent, voilà, parce que le vide, c'est très bien pour nicher la biodiversité, mais peut-être pas trop pour avoir de l'air. Donc, je pense que ça c'est pas impossible. En tout cas, tout à fait, ça a déjà été fait autrefois. Ça tient toujours aujourd'hui. Donc, oui, pourquoi pas. Mais moi, je le vois plus dans les espaces d'accompagnement du bâti, les aménagements qui soient urbains, les aménagements de jardins, et puis toute la pratique agricole. Ce sont des usages tout à fait intéressants, surtout pour le bio, par exemple. Merci Claire. Il y a toujours des commentaires à lire en plus de vos interventions et des renvois vers d'autres expériences possibles. Écoutez, il est quasiment -20. On a débordé un tout petit peu, mais très peu. Bravo à vous pour votre concision et en même temps richesse vraiment de ces présentations. Enfin, moi, quelle aération pour un vendredi matin. C'était très, très, très riche et puis très enthousiasmant, je dirais. Merci à tout le monde de votre participation. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ouvrage pour aller plus loin et pour découvrir les autres auteurs. Vous pouvez commander l'ouvrage chez Le Moniteur, qui est l'éditeur de Villes et territoires de l'après-pétrole, le paysage au cœur des transitions. Donc n'hésitez pas, il vient d'être réédité, donc il est temps encore de le commander. Et nous pouvons nous retrouver, pour ceux qui le souhaitent, dans les 2 prochains webinaires qui se tiendront le 9 avril et que je ne me dise pas de bêtises, le 23 avril. Donc, le prochain 9 avril, aux mêmes horaires, qui sera sur Paysage et Transition avec Julien Dossier et Bertrand Folléa. Voilà, un grand merci. Passez tous une bonne fin de journée et au plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.